Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir en direct sur Twitch et sur EDJ Média pour cette édition spéciale du JT de l'EDJ, votre émission 100% étudiante du vendredi. Au programme ce soir, pas mal de choses, un bref retour de l'actualité et des chroniques avec nos invités. À la une de l'actualité internationale, droit de douane, la Chine réplique face aux États-Unis. Pékin annonce une hausse spectaculaire de ses droits de douane sur les productions américaines de 34 à 84%. En réponse, Washington cible 60 pays avec de nouvelles taxes, notamment donc la Chine, les marchés financiers dévissent. Guerre en Ukraine, Pékin nie toute implication militaire. La Chine rejette fermement les accusations de Volodymyr Zelensky, qualifiant d'infondées les allégations selon lesquelles 2 ressortissants chinois auraient combattu aux côtés de l'armée russe. Pékin appelle à la prudence et dément toute participation au conflit. En Allemagne, un pacte CDU-SPD contre l'AfD présenté ce mercredi. Le pacte de coalition entre les conservateurs de Friedrich Merz, donc CDU-CSU, et les sociodémocrates du SPD ont été dévoilés ce mercredi à 15h lors d'une conférence de presse à Berlin. Cet accord marque la formation d'un nouveau gouvernement un mois et demi après les législatives, avec pour objectif de contrer la montée de l'extrême droite, donc l'AfD. En République dominicaine, au moins 113 morts dans l'effondrement d'une discothèque à Saint-Domingue. Dans la nuit du lundi à mardi, le toit d'une discothèque s'est effondré, faisant donc 113 morts et plus de 150 blessés, selon le dernier bilan du Centre des opérations d'urgence. Parmi les victimes figure la star du merengue Ruby Perez. À Gaza, au moins 20 morts selon la défense civile. Une frappe israélienne a touché un immeuble résidentiel dans le quartier de Shadjia, à l'est de la ville de Gaza, faisant au moins 20 morts et plus de 40 blessés selon la défense civile locale. L'armée israélienne affirme de son côté avoir ciblé un terroriste du haut rang du Hamas, précisant que des mesures ont été prises pour limiter les dommages causés aux civils. Ce lundi, une étude a été publiée sur les microplastiques dans nos fleuves. On pourrait penser que les océans sont les seuls à être contaminés, comme le Pacifique avec le 6e continent. Mais cette mission microplastique menée depuis 2019 par la Fondation Tara Océan nous alerte sur les dangers du plastique dans nos fleuves européens. On fait le point avec vous, Théo Guitoni. Oui, Sokaina, c'est un constat très inquiétant. Tous les grands fleuves d'Europe sont pollués par les microplastiques. La Seine, le Rhône, la Garonne, mais aussi la Tamise ou même encore le Rhin. Les chercheurs n'ont trouvé aucun fleuve sans plastique. Cette mission menée par la Fondation Tara Océan avec une quarantaine de scientifiques a permis de faire des prélèvements dans 9 fleuves européens depuis 2019. Ils ont trouvé des particules de plastique dans tous les échantillons, même dans des zones périurbaines des villes. Ce plastique, Théo, il vient d'où exactement et est-ce que c'est dangereux pour la santé ? Alors, ce sont des déchets plastiques classiques, mais aussi des granulés industriels, ce qu'on appelle parfois les larmes de sirène. Ce sont de petites billes qui servent à fabriquer des objets en plastique et qui s'échappent dès le transport avant même qu'on les utilise. Ce qu'il faut bien comprendre, Sokaina, c'est que la majorité de cette pollution est invisible à l'œil nu. Les plus petites particules qu'on appelle microplastiques sont parfois 1000 fois plus nombreuses que les plus grosses. Elles se déplacent surtout dans l'eau, de la surface jusqu'aux profondeurs, ce qui augmente les risques qui sont très réels. Ces microplastiques peuvent être ingérés par les poissons, mais aussi par des micro-organismes qui se retrouvent tout en bas de la chaîne alimentaire. Résultat, ils finissent par remonter jusqu'à nous. En plus, des bactéries dangereuses pour l'être humain ont été retrouvées sur ces plastiques dans la Loire. Certaines peuvent provoquer des otites, des infections du sang ou encore des péritonites. Et ce n'est pas tout. Les plastiques agissent aussi comme des éponges à polluants. Ils retiennent des produits chimiques, des pesticides ou des métaux lourds, ce qui les rend encore plus toxiques pour l'environnement. Et est-ce qu'on peut agir face à ça ? Oui, mais il faut s'attaquer au problème à la source, Kaina, c'est-à-dire à la production. Aujourd'hui, on fabrique 460 millions de tonnes de plastique dans le monde et ce chiffre devrait tripler d'ici 2060 si rien ne change. La vraie solution, selon les scientifiques, ce serait un traité international pour encadrer la production de plastique. Les discussions ont commencé en 2022, mais les négociations sont longues et difficiles. Une nouvelle session est prévue en août prochain à Genève. Il y a de l'espoir tout de même, car
139 pays sur 175 sont favorables à une réduction de la production de plastique. C'est un énorme progrès par rapport à il y a 5 ans où ce genre de traité semblait impensable à mettre en place. Merci beaucoup. Aux États-Unis, une fillette tuée par des fourmis de feu. Sa famille accuse l'hôpital de négligence. Maya, 2 ans, est morte en octobre dernier après une grave réaction allergique causée par des morsures de fourmis feu en Géorgie. Ses parents portent plainte contre l'hôpital Piedmont Eastside Medical Center, accusé d'avoir tardé à administrer le traitement d'urgence. L'injection d'épinéphrine, pourtant vitale, n'aurait été donnée qu'au bout de 20 minutes. À Gaza, Emmanuel Macron met en garde contre une militarisation de l'aide humanitaire par Israël en visite à El Arish en Égypte où s'accumulent les stocks d'aide humanitaire destinés à Gaza. Emmanuel Macron a rappelé que l'approvisionnement en biens essentiels était la priorité des priorités. Le président français a mis en garde contre l'idée évoquée par Israël de confier la distribution de l'aide à ses forces armées, dénonçant une possible militarisation de l'humanitaire. En France, à présent, Laurent Wauquiez persiste dans sa proposition de renvoyer les étrangers dangereux sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le candidat à la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez, maintient sa proposition controversée d'envoyer donc les clandestins sous obligation de quitter le territoire français. Il a répondu aux critiques notamment de Manuel Valls et Marine Tondelier en soulignant que sa solution offrirait une alternative aux clandestins, soit partir à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit rentrer chez eux. La proposition a été vivement critiquée par une large partie de la classe politique. Réforme du scrutin pour les municipales 2026. Les députés adoptent l'article clé pour Paris, Lyon et Marseille. Les députés ont adopté l'article principal de la réforme du scrutin pour les élections municipales de 2026, modifiant la manière de voter dans les 3 grandes métropoles françaises. Cette réforme prévoit la mise en place de 2 scrutins distincts. Un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur et un autre pour élire les conseillers municipaux sur une circonscription unique. Cette réforme vise à clarifier et à simplifier le processus électoral dans ces villes tout en offrant une représentation plus précise des électeurs. Marine Le Pen fait son grand retour à l'Assemblée nationale après sa condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires. La présidente du Rassemblement national a marqué ce retour avec une intervention marquée sur le droit du sol à Mayotte. Un retour stratégique qui relance sa dynamique politique, Laura Cacciato. Marine Le Pen est de retour à l'Assemblée nationale après sa condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires. Une absence de quelques jours seulement, mais un retour très stratégique. Mardi 8 avril, la présidente du Rassemblement national a retrouvé son rôle de leader en intervenant dans le débat sur la restriction du droit du sol à Mayotte, un sujet qu'elle maîtrise parfaitement. Ce texte qui impose aux 2 parents d'un enfant né à Mayotte de justifier d'au moins 1 an de résidence régulière pour que l'enfant obtienne la nationalité française a été largement soutenu par le groupe RN. L'occasion pour Marine Le Pen de se remettre sur le devant de la scène politique, et ce, malgré la condamnation qu'elle a reçue en mars dernier à 5 ans d'inéligibilité. Elle a fait appel de cette décision, mais le coup politique est là. À peine 1 semaine après ce jugement, elle revient en force dans le débat politique. Comment ses adversaires vont-ils réagir à cette résilience politique, Laura ? Eh bien, ce retour n'est pas seulement un retour sur l'agenda, c'est aussi une manière pour Marine Le Pen de remettre ses thèmes favoris au cœur du débat, ceux de l'immigration et de la nationalité. Et en cette période où la droite cherche encore son unité, Marine Le Pen n'hésite pas à se positionner comme la figure de l'opposition la plus déterminée sur ces enjeux. Mais cette stratégie va-t-elle suffire à renforcer sa position à la tête du RN à quelques mois des élections municipales ? En retrouvant sa place à l'Assemblée, Marine Le Pen semble vouloir inscrire son retour dans une logique de reconquête. Son groupe a apporté son soutien sans réserver à ce texte sur Mayotte, un signal fort pour ses électeurs. Elle semble prête à réaffirmer sa place dans le débat politique, au cœur des préoccupations sécuritaires et nationales. Mais une question demeure, sera-t-elle capable de garder cette dynamique et de se positionner en leader incontesté face à ses concurrents politiques? Merci beaucoup, Laura. Un incendie survenu ce mardi près d'Orléans a fait 2 victimes. 2 autres personnes ont été gravement blessées et transportées à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Selon une source policière, cet incendie est considéré comme criminel. Une enquête a été ouverte et confiée au service interdépartemental de la police judiciaire d'Orléans, a confirmé la procureure de la République, Emmanuelle Bochneck-Puren. Les circonstances exactes
exacte de l'incendie reste à déterminer. À Lyon, l'abrogation des zones à faible émission, ZFE, suscite des inquiétudes. La pollution de l'air y réduit l'espérance de vie de 15 mois. Les écologistes qui ont soutenu la création de ces zones craignent que leur suppression aggrave la qualité de l'air et mette en danger la santé publique. Toujours à Lyon, le maire écologiste Grégory Doucet a été placé en garde à vue ce mercredi dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics. Cette procédure rare concerne un élu majeur du parti EELV. Sarkozy, Kadhafi, 4 avocats et 5 heures de plaidoirie pour un dossier vide. Les conseillers de l'ancien président ont réclamé la relaxe de leurs clients en faisant l'impasse de plusieurs points durs de l'accusation. Dans ses derniers mots, Nicolas Sarkozy a dénoncé un réquisitoire politique et violent, jugement le 25 septembre. Le 17 mai prochain à Bâle, l'Europe entière aura les yeux tournés vers la scène du plus grand concours musical du continent. Un an après la victoire de Nemo et de son titre The Code, une question est sur toutes les lèvres: qui lui succédera parmi les favoris, donc la France, portée par Louane et sa chanson Maman, Léa Canet. 48. C'est le nombre d'années qui nous sépare de la dernière victoire française à l'Eurovision. Un chiffre qui pique un peu, la dernière fois c'était en 1977 à Londres. Marie-Myriam et son inoubliable L'Oiseau et l'Enfant avaient alors conquis l'Europe. Depuis, le concours a bien changé, 37 pays en lice aujourd'hui, plus d'obligation de chanter dans sa langue natale et des mises en scène toujours plus spectaculaires. Mais 2025 pourrait bien marquer un tournant. Cette année, plusieurs bookmakers et même une intelligence artificielle placent la France en tête des pronostics. En cause, Louane et sa chanson Maman, dévoilée pour la première fois lors de la mi-temps du match France-Écosse au tournoi des 6 nations. Ce week-end, lors de l'Eurovision in Concert à Amsterdam, la chanteuse a su conquérir le public. La chanson, à mi-chemin entre tendresse et émotion brute, évoque le parcours de vie de Louane, révélé dans The Voice en 2013. C'est aussi une double déclaration d'amour à sa propre mère, fan inconditionnelle de l'Eurovision, et à sa fille, née en pleine ascension artistique. Résultat, un tonnerre d'applaudissements et une place dans le top 3 des prestations préférées de la soirée, selon l'applaudimètre. La route vers le trophée reste semée d'embûches, avec une concurrence solide. L'Autriche et la Suède, elles aussi très attendues, pourraient bien jouer les troubles fêtes. Un espoir qui ravive le souvenir encore vif de Barbara Pravi en 2021. Avec sa chanson Voilà, elle avait offert à la France sa plus belle performance depuis des décennies, décrochant une brillante 2e place, une prestation intimiste, habitée, qui avait su rappeler au public européen que la chanson française pouvait encore émouvoir et rayonner. Alors 2025 sera-t-elle enfin l'année de la France à l'Eurovision ? Verdict le mois prochain à Bâle. En attendant, les fans croisent les doigts et révisent déjà les paroles de maman. Eh bien, on espère. Merci beaucoup, Léa. Côté cinéma, Laura Cacciato nous en dit plus sur l'événement tant attendu par les Cannois et les touristes chaque année. Bien, le Festival de Cannes s'apprête à dérouler son tapis rouge pour la 78e édition du 13 au 24 mai 2025. Pendant 10 jours, la Croisette deviendra le centre névralgique du cinéma mondial, mêlant glamour, découverte cinématographique et hommage aux légendes du 7e art. Cette année, c'est l'actrice française Juliette Binoche qui présidera le jury de la compétition officielle, une consécration pour celle qui a marqué le cinéma international par ses rôles emblématiques et qui succède ainsi à Greta Gerwig, celle qui a fait Barbie, je le rappelle. L'ouverture du festival sera marquée par un hommage appuyé à Robert De Niro, qui recevra une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière à 81 ans, rien que ça. L'acteur américain, déjà président du jury en 2011, se verra ainsi célébré pour son exceptionnelle contribution au cinéma. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense. On le connaît tous. Côté compétition, bien que la sélection officielle soit encore tenue secrète, plusieurs films sont pressentis pour créer l'événement. Parmi eux, le très attendu The Way of the Wind de Terrence Malick. J'espère que mon accent vous aura plu. Pardon, une fresque sur la vie de Jésus ou encore Résurrection de Bigan qui pourrait figurer en lice pour la prestigieuse Palme d'Or. Et bien sûr, le festival ne serait pas complet sans son lot de surprises et de moments inoubliables, des montées de marche éblouissantes, des projections en avant-première mondiale et des rencontres avec des talents de demain. Rendez-vous donc sur la Croisette du 13 au 24 mai pour célébrer ensemble le cinéma dans toute sa splendeur. Et j'espère que vous ne manquerez pas cette... C'est ce que je viens de dire, mais j'espère que vous ne manquerez pas les... Pardon. J'espère que vous ne manquerez pas. Donc 2 fois. J'espère que vous ne manquerez pas
le festival de Cannes. On ne le manquera pas. Merci beaucoup, Laura. On reste donc sur la côte. Mardi 8 avril, la fermeture de la bretelle de la A8 à Nice a provoqué d'énormes embouteillages. En fin de journée, le plan de circulation mis en place par la métropole a été largement contourné par les automobilistes frustrés de se retrouver bloqués dans un bouchon géant. Les usagers de la route cherchent désespérément des alternatives tandis que la situation reste tendue. Ce week-end, la ville de Biot s'est transformée en véritable théâtre médiéval à l'occasion de la 9e édition de Biot et les Templiers. 3 jours de festivités qui ont plongé les visiteurs au cœur du XIIIe siècle et le succès est au rendez-vous. Encore avec vous, Laura Cacciato. Je pense que je vais être payée avant la fin de l'émission, je pense. Et oui, Soukaina, plus de 110 000 personnes se sont pressées dans les ruelles du vieux village pour admirer ce grand rendez-vous historique. Donc 110 000, c'est quand même, ça fait énorme. Du beau monde quand même. Je sais plus où j'en étais. Il est devenu l'un des événements incontournables de la Côte d'Azur. Il faut dire que tout était réuni pour un véritable voyage dans le temps. Spectacle de chevalerie, défilé au flambeau, campement d'époque, artisans et même des combats grandeur nature. Plus de 500 figurants venus de 16 pays européens ont contribué à cette ambiance hors du temps pour faire revivre l'univers des Templiers avec passion et authenticité. L'un des moments les plus impressionnants, un immense mapping vidéo projeté sur la façade du village, couvrant plus de 27 000 mètres carrés, qui a littéralement émerveillé le public et les plus jeunes n'étaient pas en reste. Tir à l'arc, initiation à la chevalerie, assaut de donjons, enfin bref, tout était pensé pour une immersion ludique et familiale. Et même les papilles aussi ont voyagé dans le temps. Vous ne verrez ni sandwich version snack, ni de simples frites, mais du rôti à la broche, pain rustique, de l'hypocrasse, je vous invite à aller voir ce que c'est, et autre spécialité médiévale. Donc les visiteurs ont pu goûter à la cuisine d'antan pour ne pas sortir du thème, avec une affluence record et des retours enthousiastes. Biot et les Templiers confirment son statut du grand rendez-vous populaire, une édition marquante qui donne déjà envie de découvrir la prochaine. Merci beaucoup, Laura. Allez, on passe au sport. Ce soir, c'est ballon rond. Place au quart de finale de cette Ligue des Champions. Un club français est sur le pont ce soir. Mais avant ça, il y a déjà eu pas mal de bruit hier soir, Walid Soltani. Et oui, Soukaina, le Real Madrid hier, avec une soirée cauchemardesque à Londres. Les Madrilènes se sont lourdement inclinés 3-0 face à Arsenal. Un doublé de Declan Rice sur coup franc et un but de Mikel Merino assommé les Espagnols. La tâche s'annonce très compliquée pour le match retour mercredi prochain au Bernabéu. À noter que le Bayern s'est incliné sur sa pelouse contre l'Inter Milan également. Et côté français, ça démarre ce soir, non ? Et oui. À Paris, la capitale, le Paris Saint-Germain entre en scène à 21h. Les Parisiens reçoivent Aston Villa pour un match crucial après leur exploit à Liverpool au tour précédent. Une victoire est impérative pour garder leur rêve européen vivant. À noter également le match du FC Barcelone contre le Borussia Dortmund à 21h également. C'est vrai. Et vous avez un petit pronostic pour les 2 matchs ? Allez, à noter. À noter. Allez, vas-y. On est français, cocorico. Paris Saint-Germain va s'imposer au Parc des Princes. Voilà. Ah, vous me faites plaisir là. Vous me faites plaisir. Oui. Et le FC Barcelone va perdre contre le Borussia Dortmund. Alors là, je suis pas d'accord. Au Real, monsieur. Okay. Ah là, je suis pas d'accord. Ah non, là, je suis pas d'accord. Merci beaucoup, Walid. Allez, on passe aussi. Tout à l'heure, on verra à la pause. Allez, on passe au ciel à présent. Demain, le temps sera globalement ensoleillé sur l'ensemble de la région. Les températures matinales seront fraîches, autour des 10 degrés, mais elles grimperont progressivement pour atteindre 18 degrés dans l'après-midi. Le ciel restera dégagé avec quelques passages nuageux sur les hauteurs. Les vents seront modérés, soufflant à 20 km/h. Les conditions resteront idéales pour des activités en extérieur. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et oui, on se retrouve par contre avec vous, Laura, dans quelques instants. Dans quelques minutes. C'est ça, pour votre émission Le Temps Film. Et aujourd'hui, c'est une spéciale Val Kilmer. Allez, bonne soirée à tous sur EDJ Média.